c'est toujours un moment compliqué de conclure sur autant de communications aussi riches, aussi variées, aussi diverses. Mais auparavant, je voudrais renouveler les remerciements à tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce colloque. Jean-Samuel Herbé qui est dû partir, Véronique Villain, présidente de la Société d'Antiquaires de Picardie, Élise Bourgeois, Jean-Louis Beguet. Je voudrais remercier aussi Rachel Viss pour son accueil dans ce magnifique, auditorium, voilà, pardon, et également Amiens Métropole par le biais de Pierre Savreux qui nous a accueillis hier dans la salle de Wei. Alors je ne suis pas du tout historien d'art, donc je vais faire les conclusions d'un colloque sur un domaine dont je ne suis pas du tout spécialiste, mais je suis historien et je vais peut-être vous proposer des conclusions à caractère peut-être un peu plus historique et un peu moins historien d'art. Et justement, ça permettra peut-être de prolonger la réflexion et les débats. Alors, je ne vais pas revenir de ce point de vue-là sur ce que sont les arts décoratifs. C'était un élément qu'on a évoqué durant tout le colloque, et en particulier avec l'introduction de Simon Texier. Alors, pas revenir sur les orientations, les particularités de ce courant. En revanche, la question qu'on a pu se poser, qui a traversé aussi tout notre colloque, c'est quelle est la place des arts déco dans la Somme? Est-ce que, de ce point de vue-là, l'art déco est aussi important que les départements voisins du Nord, du Pas-de-Calais ou de l'Aisne? Est-ce que c'est un phénomène majeur ou pas? Et puis également, quelle est, à l'inverse, la place de la Somme dans ces artistes, ces monuments, ces manifestations, dans le courant des arts décoratifs? Alors, donc la question c'est à la fois la place d'art déco dans la Somme et la Somme dans ce grand courant. Voilà. Et donc on peut répondre évidemment par un certain nombre d'éléments sur lesquels il a fallu revenir d'abord, et je pense que ça a été évoqué dans très nombreuses communications. Pour aborder ces questions, il faut revenir d'abord à la question des sources, parce qu'il y a les monuments, il y a les vitraux, il y a les œuvres, et puis il y a aussi les papiers, et c'est toujours une quête à la fois passionnante et qui demande de la patience que de retrouver les traces de telle ou telle œuvre. Alors, mon propos tournera autour de 3 points. L'académisme oblige, ça ne fait pas très art déco, mais tant pis. D'abord, les réseaux d'acteurs, puis on verra ensuite des temporalités différentielles, et enfin, un patrimoine diversifié, pas toujours bien connu, et on l'a vu aujourd'hui en particulier, pas toujours bien préservé. Alors des réseaux d'acteurs, même si le terme n'a pas été directement utilisé, on l'a vu à travers un certain nombre de communications qui permettent, ces réseaux permettent de comprendre un certain nombre de réalisations Picard. Alors je proposerai 2 typologies en matière de réseaux d'acteurs. Une première typologie qui distinguerait des réseaux formels, avec des associations, avec des institutions, avec des ateliers. François Seguin nous a parlé des ateliers céramiques de Montière, qui sont liés à des tas d'autres courants, d'autres artistes, qui sont liés notamment à la Société des Amis des Arts, à la Société d'Horticulture, déjà localement. Ce sont les ateliers également de vitraillis, enfin de vitraux, dont nous a parlé, dont on vient également d'entendre parler avec ça va venir. Avec Pascal Touzé. Pardon, je suis désolé Pascal. J'essaie de me relire, mais comme j'ai pris des notes rapidement au fur et à mesure. Voilà. Alors ça c'est le premier type de réseau formel, réseau informel, des amis, des relations. Voilà. Et puis, 3e type dans cette première typologie, ce qui m'a frappé, ce sont les réseaux familiaux. Par exemple, le cousinage, enfin les cousins germains, Duval et Marais, ce sont des mariés femmes, Persévance et Madame Peuillot. Ce sont toute la dynastie Ansart du Toit, qui sont liés aussi, alors là de manière plus amicale, avec Gaudin. Voilà, donc on a tous ces réseaux familiaux qui jouent un rôle important et qui me semble qui ont bien été mis en évidence au cours dans les différentes communications.
Ça, c'était la première typologie, donc réseaux formels, informels ou familiaux. Je vous en propose une seconde, je développerai peut-être un tout petit peu plus. Les réseaux locaux, les réseaux parisiens, et puis les manifestations qui cristallisent tous ces réseaux. Alors, les réseaux locaux, qui ne sont pas tous d'ailleurs directement et spécialement tournés vers les arts déco, mais qui participent de près ou de loin à leur promotion. Ce sont par exemple, et Aurélien André en a parlé hier, les coopératives diocésaines de reconstruction, enfin la coopérative diocésaine de reconstruction, c'est, Aurélien a un tout petit peu évoqué le groupement Notre-Dame des Arts, qui associe des artisans plutôt d'ailleurs, et des artistes aussi locaux, à l'échelle de la Somme. C'est aussi, dont nous a parlé Jean-Loup Fouguet, la Société des Amis de l'Art, qui est, semble-t-il, assez marginale par rapport aux arts déco, mais qui s'y intéresse quand même. Ce sont les 7 architectes, 2 de la Somme et 5 de l'Aisne, dont Jérémy Servan nous a parlé et qui ont participé à ce pavillon Picard à l'exposition universelle de 1937. Voilà. Donc ces réseaux locaux ne sont pas tous directement pleinement enracinés dans ce courant des arts déco, mais ils participent, les rejoignent, les regroupent. Deuxième type de réseau, les réseaux parisiens, c'est beaucoup plus connu, ne serait-ce que dans la dimension d'histoire religieuse, les ateliers d'art sacré, l'Arche, la Société Saint-Jean, la Cité Nouvelle, etc. Alors des réseaux parisiens dont je pense que la question importante qui peut se poser, c'est celle de leur lien, de leur relation avec les artisans et les artistes locaux, c'est-à-dire du département ou au moins de la région. Alors, c'est une question qui a été posée d'ailleurs dans les discussions, je crois que c'est Jean-Charles Capronier qui l'a suggéré à travers ces portraits d'artistes nés en Picardie mais qui sont installés à Paris et qui reviennent en partie pour quelques œuvres réalisées dans la Somme. Mais il y a cette articulation de contact personnel qui a pu jouer dans l'établissement de ces réseaux. Et puis, troisième, en fait, on a le travail d'équipe, la plupart des réalisations, je pense aux grands édifices, c'est évidemment un travail d'équipe qui associe différentes professions, différentes spécialités, des architectes, des spécialistes d'ameublement, etc., de décoration, voilà, des mosaïstes, des peintres. Et alors, quand même, sur ces réseaux parisiens, je voudrais peut-être souligner un point d'une discussion un peu informelle, mais ça peut expliquer aussi que dans la Somme, c'est vrai aussi dans l'Aisne, et c'est vrai aussi dans le Pas-de-Calais, on ait affaire à de très belles réalisations d'art déco dans nos régions. Je disais en plaisantant, je le répète souvent, en Lorraine, les églises sont absolument, enfin les églises à reconstruction n'ont aucun intérêt esthétique et artistique, ou il y a peut-être une ou deux, mais la plupart ne sont pas très belles. En Champagne, on n'a pas non plus de nombreux exemples à donner, mais pour la Picardie et dans le Pas-de-Calais, on a là beaucoup de belles œuvres, et c'est peut-être aussi parce que les cabinets parisiens qui avaient attiré des grands talents ont été sollicités, peut-être moins en Lorraine et peut-être moins en Champagne. Champagne était plus marqué par la reconstruction la restauration de Notre-Dame de Reims. Alors, troisième élément de cette deuxième typologie, ce sont toutes les manifestations, les expositions à travers leurs participants, leurs organisateurs, qui ont contribué à la promotion des arts déco, alors à différents degrés évidemment, c'est comme pour le reste de la typologie. On a parlé de l'exposition, vous pouvez y retrouver ce matin, Romain Zexer nous a essayé de retrouver les traces de cette exposition d'ameublement. Alors, quelle a été la part des arts déco dans ce foyer retrouvé, dans cette exposition? Très difficile de le savoir. Vraisemblablement, il y a eu quelques réalisations, mais ça n'a pas dû aller très loin. Évidemment, l'exposition de 1925, qui est vraiment le grand moment, le grand tournant dont on commémore le centenaire cette année, et où finalement, on l'a vu, c'était repris à plusieurs reprises par différents intervenants, la Picardie était peu représentée,
ou du moins indirectement. On n'a pas un pavillon de la Picardie, mais on a quelques artistes picards, je pense notamment aux ateliers de Montière qui ont envoyé quelques pièces. L'exposition universelle de 1937, il y a un pavillon picard dont nous a parlé Jérémy Serment, et puis il y a aussi les expositions de la Société des Amis des Arts, qui est peut-être moins ancrée sur les arts déco, mais voilà, qui contribue aussi à jouer un rôle. Voilà un petit peu pour ces réseaux, comment on essaie de réfléchir en termes d'action et de rayonnement. Alors, ces réseaux, ils s'inscrivent aussi dans des temporalités différentielles. L'art déco dans la Somme, on peut l'analyser selon des temporalités différentielles, avec une question qui renvoie un peu à celle de la place des arts déco dans la Somme. Est-ce que la Somme est en avant-garde dans les arts déco? Alors là aussi, trois points dans ma réflexion, dans ma conclusion. D'abord, sur le champ chronologique des arts déco, Simon Texier nous a rappelé hier que, en gros, les arts déco commencent vers 1910-11 et se terminent à la fin des années 50, même s'il faut remonter pour voir les origines au XIXe siècle, et puis voir un peu la postérité. Et Simon Texier va insister sur l'apport important de l'éclectisme. Néanmoins, dans la Somme, on peut constater un décalage plutôt vers l'aval, donc plus tardivement qu'à Paris. Et c'est la première reconstruction qui a donné un véritable élan au développement des arts déco dans la Somme, à partir des années 20. Mais c'est vrai dans d'autres départements, les destructions de la Grande Guerre ayant fait table rase d'un certain nombre de choses, eh bien, on va parfois, pas toujours, mais parfois, reconstruire en s'appuyant sur des arts modernes, en l'occurrence les arts déco, même si les arts déco ne se réduisent pas à la reconstruction, et même si la reconstruction ne se limite pas aux arts déco. Et donc on a une coexistence de styles, de différents styles. Et puis semble-t-il, d'après les photographies présentées par Simon Texier, les arts déco se terminent un peu plus tardivement sans doute à Amiens dans la Somme qu'ailleurs, du fait de la seconde reconstruction, et on voit encore des édifices, des bâtiments, des immeubles des années 50 s'inspirer encore de schémas, de dessins, enfin de décors liés à la seconde reconstruction. Néanmoins, je voudrais insister sur, deuxième point dans cette deuxième partie, sur une chronologie différentielle. Chronologie différentielle, je crois qu'il faut tenir compte d'un certain nombre d'éléments. D'abord, la coexistence de différents courants et de différents styles, comme le suggèrent les œuvres des Amis des Arts, l'exposition du foyer retrouvé, où voilà, on sait qu'il y a plusieurs courants en même temps, et il n'y a pas la domination des arts déco par rapport à d'autres. Et cela pose la question de la pénétration des arts déco. Et je renvoie là-dessus à ce que Élise Bourgeois évoquait hier à propos des archives, l'importance aussi de croiser les sources à ce sujet. Deuxième, toujours dans cette chronologie différentielle, on pourrait aussi voir sur les types de bâtiments, types d'immeubles, on a là aussi une chronologie différentielle. Les églises sont reconstruites plus tardivement, elles sont moins prioritaires que les infrastructures, et puis on a évoqué aussi le cas des contraintes administratives pesant sur les édifices ayant été classés avant la Première Guerre mondiale, ou juste après, et donc ça freine et ça retarde leur reconstruction. Il faut aussi également, dans cette temporalité, prendre en compte, troisième idée, des dimensions évolutives. Je vais prendre là trois exemples. L'exemple présenté par Véronique Filin sur les deux bâtiments du Progrès de la Somme, qui sont construits il y a quelques années, vraiment sur le même... ils se jouxtent, ils sont accolés, et on passe de la fin de l'Art Nouveau vers les débuts de l'Art Déco. On a une transition, un passage, même si un bâtiment est plus marqué que l'autre. Voilà. Et donc on peut noter dans une chronologie resserrée quand même des évolutions.
C'est aussi, et ça a été évoqué par plusieurs d'entre vous, l'émergence du style paquebot dans les années 30. Là aussi, même les arts déco eux-mêmes n'ont pas toujours le même style, et des mutations. Il y a également des évolutions, on l'a vu, là, Pascal Touzé nous l'a montré, chez les maîtres verriers. Il y a deux catégories de maîtres verriers, ceux qui sont très classiques et puis ceux qui commencent déjà à s'ouvrir vers une modernité. Alors c'est à la fois évolutif et en même temps, pour une part, simultané. On le voit aussi, François Seguin vient de nous le montrer, dans la production de céramique de Montière, où on voit aussi une évolution à partir de la fin des années 20 et début des années 30. Alors, comme l'a précisé Jérémy Serment, on se trouve dans une tension entre, ou une synthèse, hein, il a proposé les deux termes, entre tradition et modernité, avec aussi des cohabitations de styles. Alors, on va peut-être revenir maintenant plus généralement, non plus sur la conception, l'élaboration de ce patrimoine, mais quel est l'état de ce patrimoine, quel était l'état de ce patrimoine, et c'est l'objet de la troisième partie de ma conclusion. Un patrimoine diversifié, on l'a vu, mais aussi qui n'est pas toujours connu, transcender les débats, et malheureusement aussi un patrimoine qui est, faute d'être connu, pas toujours bien préservé, alors, pour un certain nombre de raisons sur lesquelles on va revenir. D'abord, je voudrais voir dans ce patrimoine diversifié qu'on a affaire, premièrement, à de grands édifices emblématiques. Alors, on a un certain nombre d'études de cas qui ont surtout concerné Amiens, pas exclusivement. Je pense qu'il y aurait peut-être d'autres éléments qu'on aurait pu développer, j'y reviendrai par la suite. Bon, Amiens occupe évidemment une place à part dans la Somme, chef-lieu, tant qu'habitant, il y a une certaine richesse aussi, et puis un certain nombre d'institutions qui ont besoin d'avoir aussi des bâtiments de visibilité. Donc on a des bâtiments publics, c'est l'hôtel de ville de Montdidier dont nous a parlé Jean-Charles Capronnier, c'est aussi l'Académie des Beaux-Arts dont nous a parlé Rachel Lys tout à l'heure. Deuxième type de bâtiments, les bâtiments qu'on pourrait qualifier d'institutions médiatiques ou culturelles. Alors, on peut revenir évidemment sur l'Académie des Beaux-Arts, mais aussi sur les bâtiments du Progrès de la Somme dont nous a parlé Véronique Villain, et puis sur les cinémas, le cinéma en particulier de Picardie, que nous a présenté ce matin Rémi Boquet. Troisième catégorie, on a les édifices cultuels, les églises. Alors c'est peut-être le type de patrimoine qui est le plus connu quand on parle de l'art déco, notamment en Picardie, mais on l'a aussi, on est revenu sur cette question, mais sous différents angles, et c'est ça qui est intéressant. On a quand même un certain nombre de communications convergentes sur ce que sont ces édifices cultuels. On les a étudiés dans leur ensemble, des monographies, Jean-Charles Capronnier, Pascal Touzé, Marie Delassus, Elisabeth Lessé-Olivier, Aurélie André, tous ont abordé ou la décoration interne, ou l'architecture, ou les vitraux, ou un certain nombre d'éléments de décoration de ces édifices cultuels. Donc je pense que là, on a aussi une convergence, même si les thèmes, les artistes abordés ne sont pas uniquement travaillés pour des édifices religieux. Je crois que c'est c'est Elisabeth Lezé ou Marie Delassus qui évoquaient des vitraux utilisés, des peintures utilisées dans d'autres édifices que des édifices religieux des mêmes artistes. Il y a aussi tous les bâtiments, les édifices dévolus à l'activité économique, industrielle et commerciale. Alors, hier, Pierre Savreux nous a parlé de la sucrerie des Peuville, qui était effectivement un magnifique bâtiment. On aurait pu évoquer aussi on a évoqué aussi, et Gauthier Gilman nous en a parlé ce matin, des grands garages de Picardie, mais aussi de Gueudet. Il y a les nouvelles galeries. On aurait pu aussi citer le garage Saint-Christophe, je conseille d'aller voir, à Saint-Acheul. Aujourd'hui, si vous voulez changer vos pneus, vous allez rentrer dans le garage, mais sur le côté, il y a une magnifique façade art déco. Alors, quelques réflexions sur ces grands édifices emblématiques. Première réflexion, il y a une recherche de visibilité. On est là dans des institutions, des entreprises, des institutions d'entreprise, ou même dans le cas de l'Église catholique,
dans une volonté d'affirmation, de reconnaissance, de promotion, de communication. Deuxième élément, il y a la volonté aussi d'affirmer une dimension de modernité. C'est très important pour les commerces, pour les entreprises. Il s'agit de montrer qu'on est moderne, on n'est pas une entreprise à l'ancienne, donc on va affirmer. Et puis, il y a aussi, ça a été évoqué dans les discussions hier, la dimension politique, avec la notion de progrès qui est derrière. Quand on est le Progrès de la Somme, c'est un journal radical socialiste, en pointe dans la défense, l'affirmation de la République, on ne peut pas se contenter de vieux bâtiments ou de bâtiments tout à fait classiques. Alors, derrière ces grands édifices, on a très peu vu les édifices privés, et je pense en particulier aux fermes et à un certain nombre de bâtiments ruraux. On va aller chercher des intervenants sur le sujet. On n'a pas eu une proposition, malheureusement, de communication. Il y a un véritable travail à faire là-dessus, qui a déjà été d'ailleurs un peu amorcé par quelques études un peu anciennes. Mais, deuxième réflexion, sur ce patrimoine diversifié, est-ce qu'on a affaire à un patrimoine régional? Est-ce qu'il y a une spécificité régionale des arts déco dans la Somme? C'est toute la question du régionalisme qui se pose et qu'on a évoqué en particulier hier. Alors, cette question du régionalisme, elle n'est pas propre aux arts déco, elle n'est pas propre à l'entre-deux-guerres. La question du régionalisme, de la prise de conscience, de la construction des identités régionales, ça date du dernier tiers du XIXe siècle. Et ça va se prolonger, j'avais posé un peu la question sur Vichy, au moins jusque dans les années 40, et puis après on aura toute la réflexion sur la régionalisation, mais c'est dans un autre cadre. Mais voilà, cette question du régionalisme, elle est, sinon centrale, du moins très importante, dans la mise en œuvre des arts déco, même si finalement le régionalisme picard reste limité. On ne l'évoque pas en 1925 dans la grande exposition à Paris. Dans l'exposition universelle de 1937, il y a un pavillon, mais qui n'est pas, enfin, l'ensemble n'est pas uniquement art déco. Voilà. Donc on peut se poser la question finalement par rapport à d'autres régions. On parlait d'un régionalisme basque ou normand, on a beaucoup moins un régionalisme picard. Et puis, dans cette dimension régionale, on n'a pas non plus, pas beaucoup, d'artistes régionaux d'ampleur nationale. Louis Dutoit, les Ansart sont très connus dans la région, mais pas percés à l'échelle nationale, voire internationale. Et ils ont aussi pratiqué parfois plusieurs styles, je pense, notamment à Louis Dutoit. Donc voilà, ça peut aussi expliquer, finalement, même si oui, une belle réalisation, on ne peut pas parler d'un style particulier picard. Troisième réflexion, dans ce patrimoine diversifié, pas toujours connu et pas très bien préservé parfois, eh bien, c'est qu'on a affaire à un patrimoine fragile. Alors, les arts déco, toute la discussion portée hier par Simon Texier sur est-ce qu'on a affaire à une ossature selon la tradition architectonique française, mais c'est aussi une décoration et on le voit en particulier dans ce patrimoine méconnu, le magnifique appartement de M. Courvoyer que nous a présenté Gauthier Gilman ce matin et qu'on aimerait bien visiter. On va peut-être se faire inviter, on va prendre c'est aussi un décor fragile. Ces bâtiments, ces édifices art déco, leur décor est fragile, à l'extérieur comme à l'intérieur, alors pour des tas de raisons. Pour des raisons liées aux matériaux, hein, avec des bétons qui ne sont pas toujours de très bonne qualité, des ferrures qui rouillent, ça fait éclater le béton. C'est aussi le problème de l'entretien. On a parlé ce matin de l'entretien des fresques d'église. On l'a vu pour Marie de la Sude parler de l'état des fresques de Beuvraine. Voilà, et puis même, il y a peut-être aussi un manque d'intérêt pour ce patrimoine. Alors, je ne dis pas de vous, puisque vous êtes ici même, et que nous sommes
en train d'étudier ce patrimoine, mais les pouvoirs publics s'en désintéressent parfois, certaines institutions aussi s'en désintéressent. Il suffit de rappeler les grands garages Citroën près de la gare qui ont été détruits à coups de pelleteuse, quasiment de manière pas nocturne, mais tout comme pendant un week-end. Comme ça, personne ne pouvait s'en apercevoir. Voilà, c'est un peu un appel aussi. La Société d'antiquaires de Picardie a été interpellée tout à l'heure pour faire promouvoir ces arts déco auprès des pouvoirs publics, en demandant notamment des classements d'un certain nombre d'édifices. Voilà, on est tout à fait dans notre rôle ici, et je vous remercie pour votre attention. Et il y aura, j'annonce aussi déjà d'emblée, une publication sans doute d'ici 1 an. Merci à vous.